Voilà, donc aujourd'hui, c'est Patrick Castonguay qui va présenter pendant 25-30 minutes euh, plusieurs points autour de l'approche expérientielle en contexte d'intervention par la nature, l'aventure et le plein air. Patrick est intervenant psychosocial et il est enseignant au Cégep de Bécomo en technique d'éducation spécialisée. Et Patrick, si tu veux bien commencer, je te laisse la parole. Et voilà, pendant une demi-heure, et puis après, on pourra échanger. Merci à Parfait, toi. pas de problème. Ça me fait plaisir d'échanger avec des gens, même à distance, ça fait du bien. Ça nous fait sortir un peu notre routine de confinement. J'aime la manière que Brice, là, en deux minutes, a dit 3 fois 25-30 minutes, qui vient déjà un peu me contrôler dans le temps. Des fois, j'ai eu le défaut de m'éparpiller. J'ai essayé aujourd'hui peut-être de ressortir certains concepts, puis on se demandait avec Brice qu'est-ce qu'on peut traiter en premier dans une rencontre. Je pense que juste faire un tour de certains concepts clés en intervention par la nature de l'aventure. Peut-être aussi de voir un peu d'où ça vient, puis je vous partage aujourd'hui une vue qui est je peux pas dire très personnelle, là, mais comment moi je le vois, comment moi je l'opère aussi dans mes projets. Oui, j'enseigne, mais au moins un projet habituellement en INA par année que j'essaie de me garder actif dans tout ça au travers de l'enseignement. On va peut-être utiliser deux projets que j'ai fait aujourd'hui pour voir un peu des concepts, puis surtout comment les opérationnaliser. Je trouve que la théorie, c'est le fun, mais comment le rendre concret, puis comment s'assurer qu'on fait vraiment une intervention à l'intérieur de tout ça, comment utiliser ces concepts-là, puis les amener sur le terrain. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, oui, le volet théorique, mais comment on peut l'opérationnaliser concrètement aussi. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. J'ai envoyé mes notes aussi, là. Puis, je vous dis, c'est un document que je prends. Je vais aller peut-être rapidement. Je ne ferai pas de la lecture de PowerPoint non plus. Là, c'est pas ça mon intérêt. Puis en plus, je pense qu'on est un groupe aujourd'hui qui est assez hétérogène. On a des gens bien expérimentés, des gens peut-être qui sont nouveaux, qui viennent chercher de l'info. J'ai hâte de vous entendre échanger là-dessus. Fait qu'on prend quelques points dans le temps que j'ai. Quand on aura plus de temps, on arrêtera, mais je pense qu'on va faire un petit tour là-dessus. Puis j'aime toujours peut-être parler de ce morceau-là qui est l'approche expérientielle, de tout ce qui est l'apprentissage expérientiel aussi, qui balise beaucoup l'intervention par la nature et l'aventure, selon moi. Donc, ça vous va? On va avec ça. Je vais aller en partage d'écran. Yes. Je m'en viens un expert de Zoom, comme je disais tantôt, là, avec mes cours à distance ces temps-ci. Ah, on commence par la fin. Euh, Et voilà. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne? Peut-être que Lynn ouvrir, super. Merci. Donc, introduction à l'approche, je l'ai nommé, puis surtout, les concepts clés d'intervention par la nature et l'aventure. Bon, je suis un peu rebelle, j'ajoute souvent le petit P à côté pour parler de plein air. Moi, j'aime beaucoup intervenir aussi en contexte de plein air. Je suis un peu professionnellement entre, oui, l'aventure, beaucoup le plein air, puis un peu le sport aussi. Donc, le réseau est venu m'accrocher pour ça rapidement. Comme je disais, j'étais à Bécomo, j'ai pas la chance toujours d'aller dans vos rencontres, beaucoup Montréal, Trois-Rivières, les grands centres, là, ça fait pas mal de route. Mais quand les colloques sont là, je suis content de vous rencontrer, puis c'est une belle opportunité de faire ça à distance aujourd'hui. Deux projets rapidement, j'en parlais avec Brice, peut-être j'aurai la chance de vous parler plus en détail de ces projets-là dans une prochaine capsule qu'on peut faire ensemble. Mais je trouvais le fun d'utiliser les deux pour bien contextualiser l'approche expérientielle aussi, parce que les deux sont déroulés sur le même territoire. On a les Montgros en 2017, c'était avec un groupe de 15 personnes entre 13 et 63 ans, quand même déjà là, avec des clients en déficience intellectuelle qui présentent une déficience intellectuelle, TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, et aussi déficience visuelle. Donc, il y avait une clientèle extrêmement hétérogène, qui avait quand même des limitations, des difficultés qui peuvent être significatives, comme vous voyez en haut à gauche. On a vite développé la méthode du petit train pour nos clients qui étaient en déficience visuelle ou qui étaient peut-être moins autonomes. Donc, puis comme vous voyez en bas à gauche, bien ça, je me dois de le dire, là, il y a mon grand ami Fred Fournier que vous connaissez sûrement dans le milieu, que vous avez peut-être vu à Expédition Extrême aussi, sinon dernièrement, qui est Saco Nord, qui est un peu mon partenaire dans ça. Donc, même le niveau de confort, là, on était vraiment hébergé à la station Wapishka, qui est près des Montgros, sur la 389. Puis ici, je vous montre un an plus tard où j'en étais. J'étais avec un groupe d'étudiants du Cégep de Bécomo, des étudiants au service adapté qui présentent des conduites liées à l'anxiété, les difficultés, peut-être pas des troubles anxieux, mais pour qui il y avait clairement un besoin là, à travailler à ce niveau-là. Puis on est dans le même territoire, on est un an plus tard, mais on voit déjà que dans le niveau de confort, au niveau du camping, de la vie en plein air ici, puis même au niveau de l'équipement, ça c'est moi, là, je faisais un peu la mule dans ce projet-là. Donc, dans les sentiers enneigés, on voit que le niveau
tout le potentiel expérientiel il est un peu plus haut et un peu plus gros. Donc, je trouve que l'approche, elle nous amène ça. Puis, un des concepts importants de l'INA, ben, c'est justement ça, fait, de comment bien doser, comment bien structurer. Moi, je vois l'approche expérientielle comme étant vraiment un outil parmi tant d'autres. J'enseigne les approches souvent, puis je le dis, je peux pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais je peux dire qu'il y a des approches adaptées, puis il y a des approches complémentaires, puis il y a des outils qui sont vraiment intéressants à jumeler, à mettre de l'avant. Je ne ferai pas une lecture de diapo là, non plus, là, mais il y a différents points pour l'approche expérientielle. Un peu, je vais utiliser les projets que je vous ai présentés rapidement tantôt. Le premier, on dit que c'est un aspect qui est vraiment organismique. Donc, tout l'organisme est mis, vous le savez, vous probablement, on dit il y a des gens qui sont visuels, des gens qui sont plus auditifs, mais on se rend compte, peut-être Benoît pourra le confirmer, là, qu'il y a des gens qui sont beaucoup kinesthésiques aussi, hein, qui ont besoin d'être dans le mouvement, qui ont besoin de bouger. Puis dans l'intervention, en tout cas à mes yeux, je vois que c'est la même chose. Puis quand on fait l'intervention par la nature, par l'aventure, on a aussi cet aspect-là. Donc on met l'ensemble de l'individu en mouvement. Je pense que c'est comme ça qu'on a des potentialités éducatives, qu'on a des ancrages qui se relèvent de plus en plus. Sinon, deuxième aspect, on a vraiment un aspect qui est existentiel. Donc, l'aspect existentiel, c'est quoi? Ben, moi, je fais toujours appel aux différentes potentialités d'être. Hein. Je ne vais pas aller trop loin en philo, là, on ne parlera pas d'Heidegger aujourd'hui, mais comment on peut se développer dans un environnement qui est autre? Quand je dis que c'est un complément d'intervention, je trouve que c'est super parce que je pense fondamentalement qu'il faut changer d'environnement, puis on pourra en discuter tantôt. C'est dur de changer de conduite quand on ne change pas d'environnement, quand on n'a pas la possibilité d'être autre ou de se développer autrement, ben c'est dur de demander un cheminement à nos clients aussi. Là. Moi, j'ai travaillé beaucoup en protection de la jeunesse avec les ados. Donc, une intervention en cas de mur, ben, je pense qu'il faut amener un complément aussi à ça. On ne peut pas faire juste un ou juste l'autre. C'est d'adapter. Puis l'approche expérientielle nous indique qu'il faut s'en inspirer. Finalement, un aspect que j'aime bien, ben, c'est l'aspect qui est implicite. Hein. On dit que c'est la réalité interne de la personne. Par ce genre de projet-là, qu'il soit petit ou très grand, on n'a pas besoin de faire la traversée en 5 jours des Monts Gros, juste un contact à la nature, juste sortir du cadre habituel. Mais je pense que c'est là qu'on a accès à la réalité interne de la personne, qu'on ça fait tomber les masques, qu'on peut plus nécessairement jouer un peu les mêmes rôles qu'on était habitué. Du moins, il y a une codépendance qui est amenée à l'approche expérientielle. Je ne l'ai pas nommé, mais le nom dit, c'est une nouvelle expérience. Donc, devant la nouveauté, devant un peu le déséquilibre aussi, ben, je pense qu'on a un levier aussi qui ressort. Là. C'est là qu'on voit un réel portrait de nos clients. C'est là qu'on voit des nouvelles conduites. Puis l'approche expérientielle, il touche beaucoup. On fait une petite parenthèse, l'approche expérientielle, ben, c'est pas seulement l'intervention par la nature, l'aventure, le plein air. L'approche expérientielle, elle va résonner aussi dans tout ce qui est zoothérapie, peut-être des choses que vous connaissez, qui vous intéressent. L'art-thérapie aussi, hein, c'est quand on va mettre le client dans un contexte réel d'apprentissage, d'intervention aussi, qu'on va utiliser une expérience pour globaliser, puis pour un peu utiliser les leviers d'intervention plus tard au travers de ça. On va l'aborder tantôt. Quand je disais comment on peut opérationnaliser des concepts, ben on va le voir un peu dans le cadre de plein air en partant de cette approche-là. Finalement, ben là, on va aller un petit peu plus vite. C'est un aspect qui est processuel. Donc, quand on parle d'une approche, d'un apprentissage expérientiel, ça se fait pas en 1 heure dans un bureau. C'est pas quelque chose. Oui, on peut faire, on peut faire une petite sortie qui est courte, mais ça va être plus pertinent si l'expérience perdure dans le temps, si y a un processus qui est là. C'est devant la durée, c'est devant la variété aussi de paramètres autour de l'environnement du client qu'on va voir ses conduites, qu'on va avoir un réel portrait de lui. J'aime dire que ça a un aspect fiable aussi parce que les ancrages sont faciles à faire. C'est sûr que quand on fait une rencontre, puis comprenez, hein, je parle de complémentarité, je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est sûr qu'une rencontre où c'est qu'on va discuter, où c'est qu'on va essayer de conscientiser pendant 1 heure un client, oui, va laisser une trace, mais quand on fait vivre une expérience, quand il y a un ancrage qui est amené chez la personne, quand lui-même s'est mis en action, quand il a dû participer de manière autonome, volontaire, puis développer des conduites au travers de tout ça, ben, je pense que l'ancrage qu'on amène est très réel. Moi, je vois des clients que ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'on a fait des projets ensemble, puis ça doit être la même chose pour vous, j'en suis convaincu. Puis on voit que le petit déclic, la petite lumière qu'on a réveillée dans leurs yeux est encore là, est toujours présente. Puis ça a été un moteur de cheminement adaptatif pour eux. Là. On va le ramener aussi en INAP tantôt. Finalement, ben, l'aspect référentiel, comme vous voyez, ça se joue un peu à l'aspect fiable aussi, j'ai débordé. Donc, grosso modo, si on veut une approche, comprenant, on peut faire 45 heures, c'est de la matière que je fais plus longtemps habituellement, là, mais je veux l'amener en contexte vraiment d'intention par la nature d'aventure. Donc,
quand on développe ce type de projet-là, je pense que c'est important de respecter ces balises-là, du moins s'en inspirer. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, ben, c'est aussi pour vendre un peu les projets d'intervention par la nature, par l'aventure. Moi, ça n'a pas été facile de convaincre des chefs d'unité, convaincre la direction du cégep au service adapté de développer ces projets-là. Mais je pense que quand on voit, on comprend cette perspective-là, on comprend qu'il y a un réel moteur de changement pour nos clients à l'intérieur de ça. Ça vous va? Pas trop vite, pas trop lent. Sur l'approche, je vous dirais, c'est quelques lignes. Puis au-delà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir la résonance en intervention par la nature, l'aventure. J'ai pris les principaux concepts, puis écoutez, j'ai fait un melting pot, un amalgame de tout ça qui a été développé par plusieurs personnes qu'on a vu un peu dans les colloques du réseau, dans les lectures. Il y a beaucoup de trucs en anglais que je vous ai rapportés aussi. Mais c'est les gros morceaux, puis comment on les voit, comment ils s'inscrivent dans cette approche expérientielle-là. Puis surtout, vous et moi, comment on peut les opérationnaliser, les rendre concrets. Je vous ai amené des petits exemples là, des deux derniers, c'est pas les deux derniers, mais des deux projets dans les Mongrous au travers de tout ça. Donc, encore une fois, intervention par la nature, l'aventure et le plein air, je le sais, je fais un impair, j'ajoute un P qui est là, puis j'emploie Christian Mercure là aussi. Je pense qu'il y a une centaine de mots, de concepts d'apprentissage expérientiel, d'aventure thérapeutique. J'en discutais justement hier avec un collègue du réseau, puis il dit que c'est justement dans les plans du réseau de travailler pour unifier un peu ces termes-là. Là, je pense qu'il n'y a pas une appellation qui est meilleure que l'autre. Ça revient, comme j'expliquais, ça revient un peu tous à ce tronc commun-là qui est travaillé par l'expérience, par l'approche expérientielle. Vous connaissez peut-être déjà cette structure-là, qui est la structure expérientielle qui est dans les livres. Là, on va vraiment parler de quand on monte un projet de petite ou de grande envergure, hein, peu importe si ce soit une journée, que ce soit un canot-kayak, qu'on va faire une descente dans une journée, le but, c'est comment on peut rendre cette activité-là, comment on peut aller chercher le potentiel adaptatif, comment on peut aller chercher les leviers d'intervention dans tout ça. Ça n'a pas besoin d'être 5 jours, comme je vous dis, il y a une sortie d'une journée, un moment en plein air peut amener ce potentiel-là adaptatif. Là. Alors, on dit que c'est en 4 étapes. Hein. Il y a toujours une expérience concrète qui est à développer. J'ai mis les rôles de l'intervenant aussi. Ben, l'approche expérientielle puis l'intervention par la nature, l'aventure, moi, je le dis souvent quand j'apporte des stagiaires ou quand je présente un peu les projets que j'ai faits, je pense que les interventions que j'ai l'air de ne rien faire de plus, que j'ai vraiment l'air de rien faire, que ça a l'air simple, que ça a l'air plaisant. Puis effectivement, oui, c'est plaisant dans la forêt d'aller c'est mon goût, j'en retire énormément de plaisir. Mais ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit pas, c'est l'importance d'une structure, l'importance d'une préparation puis d'un encadrement avant l'intervention. Si on allait voir Gendreau avec les fameuses opérations professionnelles, ben moi je vous dis en INA, ben faut vraiment prendre le temps de structurer beaucoup plus. Parce que c'est par cette structure-là, comment dire, des fois je dis structurer le chaos, structurer l'imprévisible, essayer de mettre vraiment les balises, définir le terrain de jeu qu'on va avoir, puis comment ce terrain-là va créer les potentialités éducatives. Comment, comme je disais tantôt, dans les Mongrous, vous avez vu avec une clientèle, on a fait un camping pratiquement de survie, puis avec une autre clientèle, ben on descendait, là, on partait vraiment d'une auberge pour faire une ascension d'une journée. Comment je peux fine-tuner, comment je peux, l'anglicisme, désolé, là, mais comment je peux adapter dans le petit détail une expérience pour la rendre optimale. Donc, je pense que le rôle au niveau 1, ben, c'est de structurer cette expérience-là, être sûr de l'amener le mieux possible. Par la suite, par l'expérience, ben, il y a une auto-observation de la clientèle, des réflexions qui vont être mises de l'avant, puis nous, notre travail rentre beaucoup dans le point 3. Qui est comment je peux conceptualiser, comment je peux utiliser ce vécu-là. Puis moi, c'est vraiment là-dessus que j'accroche. Je pense qu'il différencie l'intervention psychosociale comparativement à un vécu en plein air. C'est comment on va l'utiliser dans une démarche clinique, comment on peut faire le retour ensuite. Brice, comment je suis dans mon temps? Est-ce que ça marche? Parfait. Je vais souhaiter un petit 5-8 minutes. Là. Je vais un peu vite, je ne vais pas vous lire tout le diapo. Puis je vous dirais, ben, la pierre angulaire de tout ça, là, pour vraiment s'assurer qu'on va. Tu sais, il ne faut pas vivre. Il y a l'aventure, hein, on parle de peak experience, peak adventure en français, aventure optimisée ou optimale, si je peux traduire. Pour vrai, je pense qu'il faut faire attention. Puis il y a certains projets, des fois, puis on n'est pas là pour la critique ou quoi que ce soit, mais ce qui est difficile, puis vraiment, c'est qu'il faut prendre le temps en observant notre clientèle, en faisant des rencontres préparatoires, en prenant vraiment le temps de bien structurer, c'est cet enjeu-là, c'est le diapo que vous avez là. C'est comment je peux m'assurer d'être dans ce niveau optimal-là. Gendreau nous parlait de PAD puis de PEC, ça, de potentiel adaptatif de la personne, puis de potentiel expérientiel de l'activité. Donc, les deux projets des Mongrous, comme vous voyez, ben, c'est comment on peut essayer
oui, amener notre clientèle à la limite de sa persévérance, parce que c'est quand on est dans cette zone-là, la zone de l'aventure optimale, c'est quand on est dans cette zone-là qu'on travaille réellement, que c'est là qu'on va voir la chute des anciens masques, les nouvelles conduites ressortir. Faut être dans ce target-là, assurément. Sinon, il y a des dangers. Il y a le danger de tomber dans l'ennui, si on ne demande pas assez. Puis quand on tombe dans l'ennui, ben, c'est pas long qu'on retombe dans les mêmes vieilles bottines, dans les mêmes vieilles conduites. C'est là qu'on va voir, qu'on va vivre justement un projet qui est pas optimisé, puis que oui, va être bien, va être plaisant, mais qui n'a pas une portée, à mes yeux, expérientielle. Sinon, il ne faut pas aller non plus dans les effets pervers, là, dans ce qui est la peur, dans la terreur aussi. Si on demande une activité qui est trop qui est trop haute, qui est trop demandante, on peut aller complètement dans l'effet contraire. Puis votre belle activité d'escalade qui était là pour travailler l'estime de soi des jeunes, mais quand le jeune est rendu à mi-chemin, qui pleure devant ses camarades de classe, comprenez un peu l'idée, là, ça fait partie du travail. Puis je vous dis, c'est le gros morceau à structurer. Puis je pense que c'est par un vécu collaboratif, une observation participative avec nos clients qu'on peut développer ce côté-là. Aussi, là, moi, une chose que j'essaie de vendre le plus, c'est que les intervenants psychosociaux, comme je travaille, les éducateurs, les travailleurs sociaux, ben, eux-mêmes aient cette formation-là par rapport à l'INA, l'approche expérientielle, pour que ce soit eux qui mettent de l'avant ces projets-là. C'est sûr qu'on passe par un tiers, ou comme je faisais avec mon ami Fred Fournier avant, lui qui est un guide de plein air incroyable, qui connaît aussi l'intervention psychosociale assurément, mais que tout le monde soit bien outillé pour comprendre au niveau psychosocialement, si je peux dire, nos clients, puis aussi comprendre les enjeux de l'activité qu'on fait en plein air. Fait que l'importance d'avoir ces deux capacités-là, je pense qu'elle est primordiale. On pourra en discuter tantôt aussi là, pour toute personne qui veut y toucher, ou tu vas avoir une équipe qui est multidisciplinaire. Ça aussi, c'est un enjeu qu'on discutait au dernier colloque, donc je ne reviendrai pas trop sur ça. J'en ai parlé un peu aussi. Quand on est dans cette zone-là d'expérience, le peak experience, là, désolé, je prends le concept qui nous a été enseigné par Priest dans ses ouvrages, ben on le voit, hein, c'est là que la personne doit se mettre en mouvement, doit rentrer dans une action qui est autonome, doit s'adapter nécessairement. Puis ça nous amène, je dis, moi, je vois assez souvent une espèce d'essoufflement du corps, mais un éveil de l'esprit. C'est quand on tombe épuisé. On le voit aussi en intervention par le sport beaucoup. Quand on tombe vraiment dans la fameuse zone, là, ça, si vous réussissez à dire le nom, ben, il y en a sûrement qui le connaissent. C'est toujours un grand défi pour mes conférences. C'est Csikszentmihalyi en 75 qui a travaillé sur le flow. Ça fait le lien. Comment moi, je peux voir un client qui est effectivement dans cette zone-là où que je veux l'amener? Est-ce qu'on a des conduites qui viennent un peu de cette psychologie positive-là, psychologie sportive? On dit que nos clients, il faut les amener à être dans une zone qu'on appelle le flow. C'est un état, bon, là en définition, la personne accomplit une activité dans un focus total, une immersion qui est totale, qui est dans le moment présent, qui est vraiment dans la participation, il est dans l'expérience, il n'est pas dans qu'est-ce qui va se passer avant, qu'est-ce qui se passe après. C'est justement en harmonisant notre PAD, notre potentiel adaptatif, puis notre potentiel expérientiel. Je pense comme ça qu'on réussit à amener notre client dans cette zone-là, où il doit être dans son prime, il doit vraiment être mais pas nécessairement dans la performance, mais qui doit être dans une centration, qui doit être vraiment dans une attention dans l'ici présent. On voit aussi que dans le flow, il y a une rétroaction qui est constante, ça amène une communication, surtout quand on est en équipe, une interdépendance entre les personnes. On voit l'objectif, on voit le dépassement qui est réel. C'est dur avec un client de lui dire, gars, fais 3 mois au CR avec moi, je vais t'accompagner, puis après, ça va mieux aller, puis la famille, ça va. C'est l'objectif, on le voit pas. Et oui, on peut le voir d'un plan d'intervention, l'objectif général. Oui, on va informer notre client de son objectif général, mais il est flou, il est obscur. Je pense qu'une beauté de l'INA, c'est qu'enfin, on a un objectif qu'on sent atteignable, puis qu'on voit que la réussite est possible, puis qu'on se dépasse au travers de ça. La généralisation, après, va être facile à faire. Même, elle va se faire naturellement. Vous comprenez bien, hein, l'approche expérientielle, c'est ça, c'est de donner un terrain à notre client, puis de lui laisser aller chercher qu'est-ce qu'il veut bien, les clés qu'il va aller chercher dans cet environnement-là, les apprentissages qu'il veut faire. Il devient autonome, ça va le marquer d'une manière qui va être implicite, qui va être aussi un peu subjective. Mais nous, comme intervenants, il faut l'accompagner. C'est nos dernières diapos aussi. Le flow, vous avez les exemples, hein, comme je disais, une saturation de l'attention, de la concentration. Je dis ça laisse la place à une nouvelle manière d'être. L'existence peut être suspendue un peu, hein, les conduites, les symptômes, les difficultés de consommation, de persévérance,
ou dans mon cas, dans les Mongrous, j'ai pas vu d'anxiété pendant ces 4 jours-là. On est tellement dans l'anxiété de l'ici présent. Donc, qu'est-ce que je mange maintenant ou je dors ce soir, que se projeter un peu plus loin dans le temps, ça amenait une espèce de calme qui est là. Je l'ai dit souvent, je sais pas si vous le faites vous aussi, quand on arrive à destination, on est en voiture, puis on cherche une adresse, qu'est-ce qu'on fait souvent? Que moi, je me rends compte, quand je cherche l'adresse, quand il faut que je me concentre, je baisse le volume de ma radio. Ça n'a aucun rapport là, de baisser le volume de mon système de son pour pouvoir mieux me concentrer. Ben, moi, je pense que le flow, c'est un peu ça aussi. C'est quand je suis dans une tâche, quand je dois me concentrer sur une chose importante, ben, j'enlève les stimulations externes. Hein. Je reconduis, je mets de côté un peu tout ce qui m'habitait, puis tout ce qui peut être un peu trop présent dans mes esprits. Je suis peut-être le seul bizarre, vous allez me le dire dans la messagerie ou tantôt, mais quand je fais la blague du volume, habituellement, je suis pas le seul qui fait ce type de... qui fait ça, en fait. Le dernier thème... OK, parfait. Je suis encore bon, Brice? 3 minutes, 4 minutes? Super. J'ai vraiment l'impression d'aller vite, mais je ne vais pas en perdre. J'ai hâte de vous entendre. T'sais, oui, moi, je suis pas à prétention de faire de l'enseignement pour vous. Là. Prends ton temps, Patrick. Hein. Prends ton temps. Vas-y, t'as le temps. Ah, j'ai pas de problème. Mais je pense que c'est mon point aussi le plus important à mes yeux. C'est pour ça que je suis sûr d'avoir un peu de temps. Là où ça fait tout son sens, là où on est dans un apprentissage expérientiel, puis je le répète, c'est beaucoup à mes yeux, puis c'est peut-être ma philosophie que je défends un peu, c'est qu'il faut accompagner. Hein? On a un travail, puis autant j'ai donné ces formations-là, cette conférence-là, autant à des enseignants, autant à des intervenants, autant à des accompagnateurs, à des proches aidants aussi. On peut l'utiliser, mais notre rôle comme proche ou comme intervenant, c'est l'accompagnement qu'on peut faire au travers de ça. C'est de maximiser les observations qu'on a faites, les nouvelles conduites qu'on a vues chez nos clients, comment on peut les ancrer, comment on peut les généraliser, les utiliser avec nos clients. Il y a beaucoup de psychoéducation dans mon langage, j'en conviens avec vous. Là. Premièrement, moi, je vois qu'il y a un gros clin d'œil au behaviorisme qu'on peut faire. Ça, c'est pour les diapos que j'utilise pour vendre le principe à mes chefs d'unité ou à mes directeurs de centre pour qu'ils disent ben, c'est beau aller dans le bois, mais qu'est-ce que ça va laisser après? Ils ne parlent pas comme ça tous, là, mais il y en a certains que oui, surtout sur la Côte-Nord. Ben, il y a le behaviorisme qui nous dit par l'apprentissage, un comportement qui a été appris face à un stimuli va être émis aussi devant un stimulus qui va ressembler beaucoup. Il y avait l'exemple là, du petit lapin avec le petit Albert, là, le lapin blanc. On avait induit une peur en frappant dans un gros son quand un bébé voyait le lapin blanc. Puis à la fin, on s'est rendu compte, comme la psychologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'éthique professionnelle non plus. Mais finalement, le bébé avait peur de tout ce qui était blanc. Donc, il y a ces apprentissages-là. Moi, l'exemple que je peux faire, je me suis mis des petits dessins c'est mes trucs mnémotechniques à moi. Je me souviendrai toujours, c'est une sortie avec le centre jeunesse que j'avais fait ici. Puis on faisait, on a un moment de généralisation, d'utilisation, un classique autour du feu, hein, essayer de parler des bons coups, des moments plus difficiles, des moments que je suis fier de moi. Puis on a une jeune, elle le fait d'elle-même, mais oui, il a fallu la faire verbaliser. C'était merveilleux de voir, il y en avait un rappel à faire à pied du garde-feu, il savait comment. C'est un rappel qui est quand même assez corsé. Quand je parlais tantôt du pad puis du PEX, là, on est dans ça, on savait que c'était possible, mais ça l'amenait vraiment dans cette zone-là, là, dans une zone où il fallait qu'elle se dépasse, qu'elle le fasse. Bref, elle a réussi à le faire. Je fais l'histoire courte. Elle est paralysée, des pleurs aussi au début, là, c'était vraiment pas évident. Mais elle a réussi à le faire. Puis la première chose qu'elle nous a dit en arrivant en bas, c'était beau de voir tous les autres jeunes l'encourager d'une manière. On n'avait jamais vu ça, de la solidarité entre ce groupe-là, d'être l'un pour l'autre, mais ils avaient tous passé par là. Donc, ils étaient devenus une équipe, ils étaient devenus pas juste chacun des petits individus, mais ils voulaient dépasser ce programme-là puis nous montrer qu'ils sont capables et qu'ils sont bons. Bref, ils encourageaient énormément la jeune. Quand il descend, un coup que je la détache, la chose qu'elle me dit, c'est « Je peux-tu le refaire? » Tout de suite. Elle voulait retourner puis le refaire. Puis là, encore une fois, on est dans un apprentissage expérientiel. Donc, il n'est pas question de dire non, on n'a pas le temps. Il n'est pas question de dire ah, tu l'as déjà fait. C'est go, va le refaire. Hein. Si elle veut le refaire, on la laisse le refaire. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie du client. C'est comme les bases d'empowerment. Puis elle remonte, elle redescend. Bref, elle nous dit ça. Elle dit, tu sais, Patrick, là, elle dit, moi, là, je pensais à ça au chemin du retour là, quand j'étais fatiguée. Elle était fière, elle pleurait. Elle dit, j'avais tellement peur de faire mon rappel. Elle dit, ça me rappelait, là, avant de venir dans notre sortie, elle avait sa révision de plan d'intervention, puis elle devait repasser au tribunal de la jeunesse. Elle dit, écoute, je suis pétrifié, ça fait une semaine que je vis dans cette peur-là. On dirait que ça ressorti dans mon rappel. Puis elle nous a dit, si je suis capable d'affronter ma peur pour ce rappel-là, ben, sûrement que je vais être capable d'affronter ma peur de monsieur le juge. Puis j'ai regardé mes deux collègues qui étaient des éducateurs de cette jeune-là. Moi, je la connaissais un peu, mais pas autant. Puis qu'elle a conscientisé, qu'elle a été capable, de manière autonome, de généraliser ses conduites.
Là, on est dans un apprentissage qui est concret. Quelque chose que, en lui disant ça va bien aller, t'es capable, ma chouette, que oui, on peut le faire en accompagnement, mais par une expérience concrète. Tantôt qu'on parlait des aspects de l'approche là, expérientielle, on est directement dans ça. Elle peut s'y référer rapidement, elle l'a vécu physiquement. Donc, elle a réussi à utiliser cet apprentissage-là pour le généraliser de manière vraiment autonome. On a un accompagnement par les questionnements, la relation d'aide, des techniques que vous connaissez aussi à faire. Mais si on ne fait pas ça, à mes yeux, on n'est pas dans l'intervention. On est dans une sortie plein air, une sortie en nature, qui peut être bien, que ces gains aussi, là, moi, j'ai plus vraiment les lunettes d'intervention psychosociale. Finalement, Gendreau nous parlait de conscientisation, Piaget nous parlait d'utilisation aussi. Là, ils vont peut-être un peu dans les mêmes sens. Il y a un processus aussi dans toute cette démarche d'apprentissage expérientiel-là, quand on dit comment nous, comme intervenants, on peut faire réaliser, on peut accompagner nos clients. La conscientisation aide beaucoup aussi en 3 étapes, donc la différenciation, l'individuation et la logique de l'action. On nous dit la différenciation, c'est quoi? Mais ça amener la personne à être capable de reconnaître qu'est-ce qui lui appartient puis qu'est-ce qui lui appartient moins. Donc, c'est quoi qui est en lien avec sa réalité à elle, puis la réalité externe. On a énormément de jeunesse, beaucoup d'étudiants aussi qui ont tendance à se placer un peu comme c'est pas ma faute, c'est la faute de l'environnement, les parents, l'école, tout ça. Donc, la différenciation est là. C'est juste les amener un peu à comprendre dans une situation vécue comment on peut amener ça, au moins en discuter. Par la suite, l'individuation qui est là, c'est de reconnaître, OK, toi, tu me dis que tu n'as rien fait, mais y a-t-il des conduites que tu as eues? Hein? Comment toi, comme ta réalité individuelle, a pu affecter cette situation-là? Est-ce que tu es capable de l'admettre, de le reconnaître? Comprenez que des fois, on tombe dans la confrontation quand on amène ce discours-là d'un centre ou à l'extérieur, mais par une approche expérientielle, on a des éléments probants, on a une réalité, on a des événements réels qui sont arrivés qu'on peut utiliser. Puis par la suite, c'est la logique de l'action, c'est d'amener la personne à reconnaître comment ses facteurs individuels, comment sa manière d'être personnelle a pu influencer le vécu de groupe, a pu interagir avec l'environnement pour créer une situation qui est moins évidente. Je fais un exemple avec ça. C'était mon groupe du cégep l'an passé. On était en autonomie dans les Monts-Gros. On a fait une demi-traversée. Comme je vous dis, là, l'approche expérientielle, c'est aussi de se retourner sur un dixaine quand il y a 3 pieds de neige au sommet. Donc, la traversée n'a pas été faite au complet, mais on dormait en autonomie vraiment là, dans un confort très, très limité. C'est ça qu'il fallait faire. Pour les amener dans cette zone-là, les petites étincelles, là, les petits sparks, là, les petits conflits allaient apparaître, puis ça a été le cas. La dernière journée, on avait descendu de Mont-Provencher, on était revenu un peu plus là, au niveau de la forêt, au sommet, c'est plutôt des toundras et tout. Là. Puis on avait un autre guide qui avait un camp sur place. Nous, on avait dormi 3 jours dans des tentes, puis on avait une étudiante, une participante, elle était à son sommet, puis on le voyait, on le sentait qu'elle était vraiment à son sommet. Puis ça n'a pas été long. Le guide, lui, a pris la décision d'aller dans son camp. Puis cette étudiante-là, elle dit, OK, moi, là, j'ai tout donné. Moi, ce soir, je dors dans le camp. Mais on dit rien. On la laisse aller. Hein, c'est pas notre rôle. Faut laisser autonome un peu. Puis ça n'a pas été long. Hein, il était peut-être 4 heures de l'après-midi. Elle est allée porter tout son slip, son matériel dans le camp. Puis quand elle est revenue pour la bouffe en plein air, le souper, tout l'équilibre de l'équipe, les autres étudiants, il y avait quelque chose de changé. Ça se disait pas, c'est implicite, mais il y avait moins de regards, moins de complicité. Il y avait un peu de tension qui était autour de ça. Puis effectivement, elle a cassé. Elle dit, là, comment ça? Pourquoi vous me voyez? Puis ça l'a ressorti. Ça l'a ressorti qu'elle avait un peu, aux yeux du groupe, pas à mes yeux à moi, mais ce qui était verbalisé par nos autres participants, c'est qu'elle avait lâché le groupe un peu. Puis par sa nature, elle était montée aussi, c'est la faute des autres. Moi, écoute, j'ai tout donné, les larmes et tout. On a été capable de faire cette démarche-là, de dire, on reconnaît la fatigue que tu as, on reconnaît tous les facteurs individuels qui étaient là, penser à soi, d'oublier un peu le groupe. On a été capable d'utiliser, de différencier qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient pas, amener l'individuation aussi. Donc, comment ton comportement que tu as eu, qui est peut-être un peu plus égoïste, a pu affecter le groupe au complet. Ça va moi être la dernière journée. Mais je pense que c'est notre célébration ce soir, puis tu t'en vas, puis tu laisses ce groupe de côté après les 4 jours. Puis finalement, au niveau de la logique, ça n'a pas été long. On a juste à faire une petite discussion, un petit rappel avec ça. C'est même ma femme qui le fait, là, donc elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une de mes grandes partenaires, elle est éducatrice aussi. On s'est connus au travers de cette approche-là, puis de ces projets-là. C'est quelque chose de chouette dans ça. Puis aussi que j'ai mon bébé dans 4 semaines avec elle qui s'en vient au monde. Là. Mais ça, c'est un à côté. Donc, je disais, on a réussi à la conscientiser, à utiliser ce véhicule-là, un véhicule expérientiel, pour la faire conscientiser ses conduites.
assurément, quand on essaie de le faire dans le cégep, dans t'as pas remis tes devoirs, tu dis que c'est tes partenaires d'équipe qui sont pas bons, tu dis que c'est la faute de ton stress, ton anxiété, tu dis que si nos plans de cours sont pas assez détaillés pour les dates de remise, ça marchait pas dans nos murs au niveau du cégep, au niveau des services à l'aptitude. Mais en amenant une approche, comme on le disait tantôt, avec les différents aspects expérientiels, on a réussi à réveiller un peu ces conduites-là chez elle, puis à la conscientiser sur ces choses, puis effectivement à les généraliser par la suite. Est-ce que ça a eu un impact sur son succès scolaire, sur sa gestion d'anxiété? L'histoire ne le dit pas. Moi, je pense que l'intervention par la nature de l'aventure, on sème une graine, puis on l'arrose quand même bien par la suite. L'étape 4 qu'on voyait tantôt dans la grande démarche, c'est faux que le client veuille se mettre dans une expérimentation active lui-même, lui-même de faire son bout de chemin au niveau de l'autonomie. Mais notre rôle, c'est de conscientiser, c'est de maximiser les possibilités éducatives qu'on a vues à l'intérieur de ça. Finalement, bon, pour terminer, Gendreau, j'aime toujours cette citation. L'utilisation, c'est quoi? Prendre conscience des effets de ses comportements sur le monde extérieur et des conséquences qu'il entraîne pour lui, en assumer la responsabilité et à prendre lui-même des moyens appropriés pour améliorer ses interactions avec le monde extérieur. Moi, je trouve qu'on a une très belle approche au niveau de l'approche expérientielle. Je trouve qu'on a des outils incroyables en intervention par la nature de l'aventure pour nous permettre d'avoir les leviers nécessaires pour aller vers une utilisation qui est optimisée. Pour terminer, ben, vous connaissez sûrement déjà la programmation d'aventure. On ne la regardera pas ensemble, c'est pas ça le but. C'est pas ça aujourd'hui, mais on peut déjà s'imaginer, je vous laisse jeter un œil dessus si vous ne la connaissez pas, mais tout ce qu'on a dit, quand on parlait de structurer, de maximiser la conscientisation, d'accompagner le groupe, de laisser des réflexions solo, ben, ça se répète par cette superbe programmation-là qui a été développée beaucoup par Bisson et Mario Bilodeau qui l'a travaillé énormément. Chez Christian Mercure, toute la gang de l'UQAC, Pierre Poff fait un travail incroyable dans ça. Donc, on voit bien, en fait, que l'approche expérientielle résonne tout à fait dans des principes d'intervention par la nature, par l'aventure, à chacun des moments de ces grands projets-là, qu'on aura sûrement la chance de discuter une prochaine fois. Quand même, hein, c'est pas mal pour un 30 minutes ou Yes. Je sais pas. Je me suis pas mis de chrono, Brice, là, tu peux me dire comment j'ai arrêté. C'est super, merci beaucoup. Merci Ça fait plaisir. Hey, j'ai l'impression de vous avoir descendu ça rapido, mais j'aurais pu faire 48 heures, je pense. Ouais, c'est sûr qu'il faut toujours trouver le compromis entre le temps et le temps d'échange. Désolé si ça t'a pressé, en tout cas. Ah non, Merci non, beaucoup, pas du c'est tout. très clair. Moi, j'écoute. J'ai tendance à aller vite dans le vie, donc... Bah écoutez, on a un peu moins d'une demi-heure pour échanger entre nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste lever la main avant pour que je puisse identifier qui veut poser des questions. Puis ensuite, je vous donne la parole et vous débranchez votre micro. Et puis ceux qui ne sont pas affichés là, vous pouvez mettre un message sur le fil de discussion, puis vous pourrez poser votre question. Donc, Benoît, si tu veux commencer par une question, je te laisse la parole. On t'entend pas, Benoît. Il faut que tu débranches ton micro. Il faut que tu branches ton micro, pardon. Yo, t'as accroché le partage d'écran, je crois, Benoît. Benoît. En fait, c'est toi qui dois mettre fin à ton partage d'écran si c'est possible, non? C'est moi qui suis. OK, non, c'est bon, j'ai retrouvé. En fait, c'était purement procédural. A priori, je voulais, bravo pour ta présentation, Patrick. Il y a une fonction dans Zoom, Brice, qui permet justement de noter, là, si tout le monde on ouvre son chat, vous pouvez, on peut y mettre, lever la main, là. Tu peux oui, d'accord. un icône. Okay. Ça va t'aider à gérer le temps de parole, puis ça va permettre à ceux qui n'ont pas leur vidéo de pouvoir lever la main aussi. D'accord, donc faisons comme ça. Moi j'ai une question pour toi, Patrick, si je peux commencer. L'état de flow que tu vises comme objectif dans la démarche que tu proposes, quelqu'un qui est en état de flow, c'est quelqu'un qui va développer quelque chose ou être dans un état de conscient, mais qui est préconscient. Et dans la phase de verbalisation que tu as définie, tu essaies de faire accéder à la parole des choses qui sont préconscientes, en fait, puisque en état de flow. Par exemple, Roger Federer, quand il fait un coup droit, il est en état de flow. Et derrière, quand on fait un entretien d'explicitation, un entretien avec lui d'autoconfrontation, il est incapable de verbaliser ce qu'il a fait, en fait. Parce que ça s'est fait dans le moment et c'était le moment présent qui comptait.
Et donc, je me posais la question de par quels outils tu peux passer pour faire verbaliser des choses qui sont préconscientes relatives au charnel, à l'émotionnel ou au sensible. C'est vraiment super, c'est une bonne question. Puis d'amener l'idée de préconscient aussi, puis on l'a tous, hein. Puis tu nommes l'exemple dans le sport, puis effectivement, c'est pas tous les grands athlètes qui font des bons coachs aussi, parce que bien souvent, ils ont un talent incroyable, mais ils le savent pas, ils peuvent pas le décortiquer puis l'expliquer étape par étape, un peu comme l'exemple que tu nommes avec Federer. Moi, de mon côté, ben, je sens ça que je me rattache un peu à l'approche expérientielle. Je trouve que quand on a un exemple concret qui a été vécu dans l'ici maintenant, puis qu'on peut utiliser concrètement. Je me souviens un jeune homme que lui, c'était assez hallucinant. Il était amorphe habituellement au centre jeunesse, toujours il avait de la misère à se mettre en action, puis ça n'a pas de sens. Là. Une fois, on a dit, bon là, si on a personne qui fait du bois, on peut pas se chauffer ce soir. Il a vu ça comme une mission, c'était incroyable. Il a commencé à faire du bois, mais il en a fait, puis c'est même pas une blague, il en a fait pendant 4 heures consécutives la première soirée. Puis tant qu'il voulait en faire, on lui laissait en faire. Là. On a eu du bois et qu'on l'a laissé sur place au campement. Là. Je pense qu'il a pu chauffer les 5 prochaines expéditions avec le bois qu'il a coupé. Mais c'est de l'amener là. Puis pour lui, il y a toujours un peu l'étiquette qui se met pas en action, qui est oisif, à la limite, qui a été qualifié de lâche par sa famille aussi, mais là, on a un portrait différent. Puis à ses yeux, à la fin de la journée, il dit, moi, j'ai rien fait. Tu sais, moi, ben, c'est cool, là, tout le monde est là, mais moi, bon, aujourd'hui, pas fait grand-chose, mais juste de remarquer, d'avoir une donnée probante, d'avoir vraiment un moment vécu. Quand tu as fait ton bois, quand tu en as fait pour les autres, puis quand tu n'as pas juste fait le minimum, et ben, c'est parce que j'aimais ça. Tu sais, d'amener, que tu le nommes bien, là, d'amener qu'est-ce qui est à son préconscient, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser, les nouvelles conduites qu'il expérimente, comment le confronter un peu au travers de ça. Moi, je pense que ce que j'aime beaucoup de l'intervention par la nature de l'aventure, puis encore plus de l'approche expérientielle, autant prendre soin d'un animal, autant dans l'art aussi, là, avec le sport, je trouve que c'est toutes des cousins, ces approches-là, là, qui sont très personnalisées, c'est que ça nous donne du concret pour amener dans l'intervention. Moi, j'ai de la misère comme intervenant quand je suis au centre jeunesse, dans une chambre, à utiliser un peu ce que je vois de ma journée, mais qui est du vécu régulier. Donc, je pense que ça me donne l'accès à un mélange de prendre des situations réelles, puis un peu de confrontation, de conscientisation aussi. Puis tu sais, il y avait les niveaux de conscientisation aussi là à l'intérieur de mon document, on n'a pas parlé, mais on peut conscientiser autant sur un comportement que sur une dynamique, un pattern qui revient toujours pendant le 4-5 jours qu'on passe avec lui. Je trouve que ça amène des observations qui sont beaucoup plus riches et qui permettent de casser, ou du moins d'amener dans le conscient les conduites de nos clients. Pour compléter ta réponse, en pédagogie, en tout cas, moi je suis enseignant d'éducation physique et sportive en France à la base, il y a tout un courant qui essaye de développer l'idée de réussir à mettre les enfants en état de flow durant les cours d'éducation physique et sportive. La verbalisation est importante dans ce cadre-là et passer par toute l'approche qui consiste à dessiner ce qu'on a vécu avec les enfants permettrait de faire accéder à la conscience des choses préconscientes via le dessin ou l'approche métaphorique. Voilà, donc il y a des outils aussi de ce côté-là pour les enfants. Tu me rappelles, Brice, une fois, on avait fait, c'est une idée d'un intervenant du centre qui a fait un bâton de la parole. Ça peut avoir l'air un peu léger comme idée, là, mais on dit souvent que les retours sont faits autour du feu en fin de soirée. Il y a un moment qui est propice, il y a aussi une ambiance qui est propice, mais avec ce bâton-là, c'est chez chacun des participants, c'était des ados, là, c'était pas des jeunes, c'était des ados quand même de 15-16 ans. Puis ils l'avaient créé eux-mêmes, puis il y avait une espèce d'attachement, il y avait une espèce de projection dans ce qu'ils avaient ajouté sur le bâton. Puis je pense que ça aussi, ça les amenait. Tu parles par le dessin, tu parles par le retour qui est là, mais quand il y a un peu d'eux, quand ils doivent s'imprégner de ce vécu de groupe-là, je pense que ça aide aussi à conscientiser puis à les amener à reconnaître un peu leur conduite. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, j'avais hâte aussi de vous entendre. Vous en faites sûrement, en tout cas pour certains participants. C'est ce volet-là qui m'intéresse le plus, de comment on peut utiliser, comment on peut conscientiser, généraliser le vécu partagé qu'on a avec nos clients. C'est vraiment super. Est-ce que quelqu'un... Adrienne, vas-y. Donc, en fait, d'abord, je voulais vous remercier beaucoup pour la super présentation et savoir si ça va être possible de partager la présentation PowerPoint par la suite parce que je prenais des notes, mais je n'ai sans doute pas pris toutes les notes. Puis, en fait, l'occasion que j'avais, c'est d'avoir des suggestions de la part de toi, Patrick, mais aussi de tout le monde. Concrètement, c'est quoi les différentes techniques qu'on peut utiliser pour encourager la réflexion et l'abstraction? Parce que en fait,
Par exemple, moi, je travaille avec des adultes, c'est un contexte interculturel, et je les amène à faire des courtes sorties en plein air, principalement pour les rapprocher, mais aussi les faire vivre une expérience qui a du sens pour eux. Puis, souvent, donc, par exemple, si on fait du canot camping pour une fin de semaine, on fait l'activité, on se rencontre avant, on fait toutes les tâches ensemble. Il y a un peu les discussions informelles autour du feu. Puis, à la fin, je fais le tour, puis on se dit qu'est-ce qu'on a aimé le plus, qu'est-ce qui était un défi pour nous, tout ça. Mais je me demande, est-ce qu'il y a d'autres moments pendant ce genre d'activité et d'autres façons que je pourrais faire pour encourager la réflexion et l'abstraction. Merci Adrienne pour ta question. Patrick, je te laisse répondre, puis si quelqu'un d'autre veut répondre, levez la main, n'hésitez pas. J'ai le goût de laisser un peu la parole aussi aux autres personnes. Je trouve que les deux questions vont ensemble, là, de comment on peut consentir utiliser, puis comment aussi on peut amener à verbaliser, à reconnaître ses conduites. J'aurais quelques pistes de réponse, mais j'ai le goût d'entendre aussi tout le monde au travers de ça. C'est des gens qui... Je crois que David, si tu as quelque chose à dire. Oui, tout le monde m'entend, oui. Nous, ici, on travaille beaucoup en attachement pour arriver à le faire, puis on essaie de beaucoup d'amener les concepts de la théorie de l'attachement dans l'utilisation de la nature du plein air pour pouvoir le faire. Puis deux outils qu'on utilise en ce moment qui nous servent beaucoup pour pouvoir le faire, là, parce que j'ai un bois, là, moi, en arrière de ma clinique, là, qui me permet d'expérimenter des petites choses rapides. Nous, les cardiofréquences sont un outil différent. Là. Tu sais, oui, il y a la rétroaction, il y a l'utilisation de tout ça. Là. Les cardiofréquences, c'est un outil extrêmement riche pour voir les pulsations cardiaques avant, surtout dans l'approche, là, quand on a de l'activité ou tout ça, pour donner aussi une conscience. C'est sûr, quand on est dans le plein air, bien, à un moment donné, la marche, le pactage, tout ça, bien, nous fait vivre aussi des sensations. Mais c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Puis la rétroaction par vidéo feedback aussi, on filme des moments, nous, puis des moments qu'on utilise juste uniquement positivement. Donc, tout ce qui n'est pas bien, on l'oublie, puis on ne le montre pas. Le vidéo, de toute façon, quand on passe la séquence, fait le travail par eux-mêmes. Mais sinon, on reprend ces petites séquences-là, puis on leur montre aussi comment ils ont été à ce moment-là. C'est sûr que nous, on le fait beaucoup dans une dynamique parent-enfant qui est là, mais on pourrait le faire dans une dynamique intervenant-personne ou la personne elle-même. Et c'est deux outils qui nous aident beaucoup, beaucoup à donner de la conscience puis à voir les petits efforts qu'ils font, les réactions surtout qu'ils ont chez un et l'autre. Fait que je voulais le placer. Nous, on l'utilise de plus en plus. Là, puis je parle avec mon téléphone, puis on filme des séquences des fois qui sont là, puis des fois, on ne les utilise pas, puis des fois, plus souvent que d'autres. C'est vraiment super, David, puis c'est un peu je me donne un mini-droit de réplique, là. C'est un peu ça aussi, à chaque fois qu'on fait un projet comme ça, je m'assure d'avoir un preneur de photos. Vous le voyez, j'ai les souvenirs, les laissés, mais je trouve... Puis un peu pour répondre à Adrienne aussi, moi je pense que ça se fait en 2 temps, cette conscientisation-là. Il y a elle qui est faite à chaud pendant l'activité, au retour du feu. Tu sais, vraiment, ceux qui ont vécu quelque chose peuvent l'amener. Puis je crois aussi à l'approche expérientielle, qui est l'autonomie aussi. Je ne vais jamais tirer les verres du nez d'un client. Des fois, ça se passe dans sa tête, des fois, ça se passe à l'intérieur de lui. Puis c'est parfait comme ça. S'il ne veut pas le partager, s'il ne veut pas me l'amener, ça ne me dérange pas vraiment comme intervenant. Puis ce que je me rends compte souvent, c'est quand on va faire une célébration, puis ça, c'est aussi un aspect primordial de l'intervention en nature, c'est quand on fait un retour, peut-être 2 semaines après, 3 semaines après, quand on va regarder les photos un peu comme David, tu dis, quand on prend des moments vidéo, là, on leur ramène leur conduite, on leur ramène un nouveau regard sur eux-mêmes. Ils font « wow, OK », puis des fois, ça va les surprendre, des fois, ça va un peu cristalliser la conduite qu'ils ont eue, pardon. Ça, je trouve ça vraiment super à ce niveau-là. Là. J'avais une idée en tête, je l'ai perdue. Ça va me revenir. Là. Je pense que Caroline avait une question. En attendant, Caroline, tu avais peut-être quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, parfait. En fait, c'est pas nécessairement des grandes pistes de réflexion. C'est peut-être plus un retour à la base, puis un questionnement aussi. J'ai eu la chance de travailler sur des projets qui sont très ponctuels, en fait. Là. Fait que in and out auprès d'une clientèle vulnérable. Puis en ce moment, je suis intervenante de milieu chez Motivation Jeunesse. Fait que c'est vraiment, dans le fond, j'intègre justement le centre jeunesse et l'école sur une base quotidienne. Fait que je fais partie des ressources quotidiennes auprès des élèves. Puis je pense que, en tout cas, moi, je vois une énorme différence justement dans le fait que je suis une ressource à temps plein, donc je suis à la fois accessible et que je vois les jeunes dans leur quotidien, pas juste dans les projets d'INA, dans le fond. Fait que je pense que c'est peut-être une énorme force, dans le fond, de pouvoir voir le jeune dans sa globalité, dans son ensemble, puis de pas juste de manière ponctuelle dans le cadre d'un projet plein air. Puis je me rends compte que justement,
Ça peut être une force, mais aussi j'ai encore des questionnements sur les fameux projets qui sont plus ponctuels. Je pense que dans les projets qui sont plus ponctuels, ben, le travail d'interdisciplinarité est extrêmement essentiel, justement, parce que je me rappelle à mes débuts, justement, je suis aussi au centre jeunesse à Québec, là, puis je connaissais pas les jeunes dans leur globalité, dans leur ensemble. Fait que souvent, il y avait des choses qui émergeaient. Et si les éduques n'étaient pas là pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient de mentionner ou d'être capable de faire ces fameux parallèles-là avec leur vie dans les unités, ben moi, je n'étais pas en mesure de le comprendre ou voire même de le saisir. Fait que je pense que c'est peut-être pas une énorme piste de réflexion, là, mais le retour à la base, dans le fond, sur l'interdisciplinarité, puis le travail de milieu, peut-être là, de favoriser, de voir le jeune dans son ensemble, dans sa globalité, dans les différents milieux de vie. Ça peut être favorable, justement, de tout simplement être capable de voir ces liens-là, parce que des fois, c'est juste une question de perception. On les voit pas, on les a pas, on n'en a pas pris connaissance. Hein. Ce que Sam Caroline est vraiment vrai, puis tu dis que c'est un petit sujet, mais c'est un large sujet, c'est vraiment grand, puis le sujet de la multidisciplinarité dans ces projets-là, et on en parlait un peu au colloque l'an passé, puis on a juste abordé, puis rapidement le sujet a été refermé parce que il y a plusieurs visions, puis il y a plusieurs manières de le voir, puis moi, pour dire au début, moi, je suis un intervenant avant d'être un gars de plein air, assurément. Fait que mes compétences plus d'organisation de programmation, j'avais mon bon compagnon, Fred Fournier, puis on était vraiment une équipe à nous deux. Un plus, moi, je connaissais mes jeunes, effectivement. Lui, il connaissait plus le plein air. Puis c'est arrivé des moments que c'est mon chum Fred, qu'il y a un jeune qui accrochait après lui, qui a passé 1 heure et demie à lui demander « Hey, montre-moi des nœuds, montre-moi comment faire ça. » Puis lui, il ne connaissait pas, il n'avait pas le background de ce jeune-là que moi, peut-être, j'avais. Fait qu'il y a vraiment un sujet qui est là. Puis pour avoir vécu aussi d'autres moments, d'autres sorties que j'ai fait, que oui, il y a un apprentissage expérientiel pour les clients, mais il y en a aussi pour les éducateurs du centre. Puis j'ai eu des moments que c'est les éducateurs qui étaient problématiques dans mes sorties, malgré eux, là, je ne sais pas qu'ils voulaient mal agir, mais qui ont vécu quelque chose qui les amenait peut-être un peu trop loin dans leur potentiel adaptatif, qui avait un intérêt. Tu sais, les ados n'avaient pas dû s'adapter pour un ado de centre jeunesse, sont pas mal habitués par nature de le faire. Mais des fois, c'est les éducs, fait donner une base de formation minimale aux éducateurs, je pense aussi que c'est un but du réseau, par la formation continue, d'aller chercher ce minimum-là, puis d'avoir les deux côtés, les cordes à son arc de plein air, aventure nature, tout ce volet-là, mais aussi avoir des tripes de plein air qui ont aussi ces capacités d'intervention psychosociale-là. Moi, je travaille notamment à une formation sur ça aussi. Là. C'est un grand sujet qui est large, mais de l'amener dans les petits moments des courtes durées, je pense que c'est important, un peu comme tu le fais, de dire d'avoir une vision plus systémique du jeune aussi, là, dans cette forme de manière d'être, pour comprendre qu'est-ce que la nature peut y amener comme environnement qui est différent, puis de nouvelles conduites aussi. Super intéressant. Pour compléter un peu par rapport à la question d'Adrienne, moi, j'ai pas de réponse précise sur les moments privilégiés pour pouvoir faire des retours. Par contre, il y a un outil que j'utilisais, mais pas dans le cadre de l'INA, c'est dans les cas des cours d'éducation physique et sportive. C'est des techniques de relance dans l'entretien avec la personne pour accéder aux dimensions émotionnelles, sensibles et charnelles de l'activité. Donc, c'est les techniques d'entretien d'autoconfrontation. Mais donc, ça part du cadre de la recherche, c'est pas toujours évident à lire. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le signe hexadique. C'est 5 techniques de relance pour accéder aux émotions, aux sensibles, aux charnels, à la cognition et une 5e dimension que je me souviens plus. Et moi, ça m'aide dans le retour avec les jeunes en général, de passer par ces 5 points-là pour faire accéder à la conscience des choses qui potentiellement sont charnelles ou émotionnelles ou en tout cas difficiles à verbaliser. Donc, ça s'appelle le signe hexadique de l'entretien d'autoconfrontation. Je te mettrai je pourrais écrire ça sur le Facebook du réseau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, moi j'en ai. Ah, ok. J'ai vu. Benoît, vas-y. Benoît, vas-y. Désolé, Teg. Non, en fait, je me suis mal fait comprendre tantôt, Brice. Si tu mets juste clic sur ton icône participant, là, puis tu vas voir qu'il y a une fonction que les gens peuvent faire raise hand, main levée, puis tu vas facilement. Il y a Emmanuel qui a demandé la parole il y a déjà un bon petit moment sur cette fonction-là. Ça va vraiment t'aider à gérer parce que les gens ne seront pas obligés de tenir la main levée tout le temps. Tu vois-tu à droite? Là, ton micro est fermé, Brice. Dans participant? Oui, dans participant, là.
Ouais. Quand tu affiches tes participants Ah à ouais, ouais, droite, d'accord, ok, ouais, d'accord. OK, puis là, il y a une petite main bleue qui apparaît, là, fait que ça devient super facile de gérer le droit de parole en procédant comme ça. Ok, merci beaucoup, désolé, j'avais pas compris, ma Non, bad, ça me fait excusez-moi. plaisir. J'ai été Excusez-moi. maladroit tantôt, excuse. C'est moi. Et donc, Emmanuel, je crois que ça fait longtemps, excuse-moi, vas-y, Emmanuel, Il n'y a pas excuse-moi. de problème. Alors, oui, je suis Emmanuelle Larocque, je suis de l'Université d'Ottawa. Je fais une recherche. Ben, en fait, je suis au doctorat, donc j'entreprends une recherche. Puis, je suis intervenante à la base. Puis, c'était plus pour répondre contribuer à la réponse à la question pour les techniques. Alors, moi, je suis plus formée en approche narrative. Puis, une des techniques qu'on utilise, je fais notamment des groupes de yoga thérapeutique, mais aussi mon chum Jean-Sébastien, avec lui, on apporte des gens dans la forêt La Rose, puis on fait des activités dans la forêt près de chez nous, justement, plus thérapeutiques. Puis l'approche narrative se prête bien, justement, à aider à concrétiser les acquis, puis d'aller chercher en même temps tout ce qui se passe au niveau du préconscient en bâtissant une audience avec la personne. Alors, je pense que quand on fait de la thérapie par l'aventure de la nature, quand on a un groupe de personnes qui peuvent être témoins, donc témoigner de ce qui se passe, parfois la personne n'est pas consciente elle-même, mais si on part à la base des besoins ou des histoires alternatives qu'ils aimeraient créer par rapport pour eux-mêmes, on peut aller puiser dans les savoirs des autres participants pour aller refléter ceci à la personne, justement. Puis, il y a des différentes techniques, là, notamment par les documents. Donc, on fait beaucoup de documentation, puis le document peut prendre des différentes formes, comme ça peut être un document qu'on écrit en groupe pour relever certaines des forces, par exemple, ou certaines, pour justement se mettre plus dans l'action, puis savoir où aller avec ce qu'on veut faire, mais aussi ça peut être très artistique, comme la création de chansons qu'on fait en groupe ou la poésie. Puis, c'est comme un document qui est remis à la personne. Donc, collectivement, c'est créé, puis là, c'est remis à la personne pour qu'elle puisse l'apporter avec elle. Puis, se rappeler de ce qu'elle a acquis, justement, pendant le processus thérapeutique, que ce soit par une petite aventure d'une journée ou sur plusieurs sessions, en fait. Donc, ça, c'est une technique, une approche justement qu'on utilise, nous autres, dans nos interventions. Puis j'avais une question, en fait, soit pour toi, Patrick, ou peut-être plus généralement pour les gens par rapport à l'approche expérientielle. Puis je parlais de ça avec Brice récemment. Je fais une recherche justement, puis j'explorais l'approche expérientielle ou plutôt la sociologie de l'expérience. Puis on a vu que c'était quand même un peu flou pour un cadre conceptuel. Puis ce que j'ai compris, ce que toi tu as fait, c'est vraiment d'aller puiser des concepts, puis de mobiliser des concepts pour bricoler ton cadre théorique. C'est ça, Patrick? Ou je sais pas si tu as des ressources intéressantes sur soit la sociologie de l'expérience ou l'approche expérientielle pour un cadre théorique en intervention sociale, justement. Ouais, ben l'approche expérientielle proprement dit, puis là on rentre dans un peu plus loin, est pas vraiment balisée. Même parler d'approche expérientielle, c'est un peu osé là. On parle plus d'apprentissage expérientiel. C'est beaucoup là-dessus que j'ai trouvé mon contenu puis que je m'inspire énormément pour mes lectures, pour tout mon volet théorique. Je sais que comme moi, j'ai mis là, dans mon diapo, vous allez voir, puis mes notes, j'ai tout envoyé là, à Brice, là, mes notes et tout ça, vous allez les avoir. Je sais qu'en Europe, là, il y a un institut de focusing qui travaille beaucoup sur l'approche expérientielle. J'ai pris beaucoup de documents qui viennent d'eux. À proprement dit, c'est tout ce qui touche l'approche expérientielle. C'est une branche de l'approche humaniste existentielle aussi, hein, qui comment dire, qui vit au travers de ça. Mais puis au niveau social, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont l'information aussi sur un peu plus sur l'approche. Là. Mais comme je l'amène, là, c'est un ramassis de plusieurs lectures que j'ai fait, que j'ai ramené dans ma présentation aujourd'hui puis que j'utilise. J'ai pas une bible de l'approche expérientielle que je pourrais le recommander malheureusement. C'est un peu tout. Là. J'ai beaucoup d'ouvrages de Priest and Gass qui ont été faits en anglais aussi. Beaucoup de documents un peu plus d'Europe. Je pourrais fouiller puis vous envoyer les sources aussi là, sur le Facebook. Là. Ok, merci Patrick. Je crois que Nicolas, t'avais levé la main. Et ensuite Teg. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, super. Ok, merci Patrick pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport au niveau de l'apprentissage, de l'approche expérientielle, peu importe le nom. Comment éviter un peu ce qu'on pourrait appeler une responsabilisation trop importante finalement des jeunes au niveau de l'intervention, donc de ne pas uniquement centrer l'intervention sur
l'apprentissage de l'autonomie, le développement de l'autonomie, etc. Ce qu'on leur demande beaucoup déjà socialement, mais d'avoir une approche plus collective et plus, alors peut-être pour dire un gros mot en travail social, mais anti-oppressive, en tout cas où on est plus finalement conscient de l'impact finalement collectif ou structurel de la société. Donc avoir plus une approche critique. Comment mêler en fait l'approche critique en travail social par exemple et l'approche expérientielle? C'est une question que je me pose depuis quelques temps, qu'on se pose aussi avec Emmanuel, avec qui j'ai la chance de travailler. Et je voulais savoir s'il y avait des personnes qui avaient un peu des idées là-dessus, parce que c'est quelque chose avec laquelle je bloque un peu, où j'ai toujours l'impression que c'est très individuel comme approche, très individualisant. Donc je voudrais un peu, s'il y avait des personnes qui avaient des idées. Ben, moi, je pourrais peut-être te relancer ou vous relancer sur le concept, puis là, il faudrait que je ressorte les livres, là, on y va un peu plus loin, puis c'est un angle qui est super pertinent, mais que présentement, j'ai pas l'info. Mais je me souviens d'avoir lu beaucoup sur tantôt on parlait du flow, mais il y a le team flow, qui dit comment un apprentissage expérientiel peut être fait au contact d'un groupe. Puis moi, je pense que le nerf de la guerre, puis oui, c'est le fun, hein, il n'y a pas une approche qui est parfaite, ils ont toutes leurs difficultés, puis leurs limites. Puis effectivement, l'approche expérientielle, je pense qu'il doit demander, faut qu'il y ait un accompagnement qui est présent. J'ai déjà eu une vision différente de certains intervenants qui disaient justement, ben, on laisse prendre par l'approche expérientielle, c'est de laisser prendre ce que la personne veut bien prendre. De vraiment laisser une autonomie qui est complète. C'est pour ça que je ramène un peu l'idée, si je fais un mélange d'écosystémique puis d'approche expérientielle avec Jean Drault quand on parle beaucoup du PAD, du PEX aussi, donc d'accompagner dans cette autonomie-là, un peu comme un papa oiseau. J'ai toujours ma même blague, qui quand c'est le bon moment, de laisser, de lancer en bas du nid. Là. Moi, je me vois un peu comme ça dans mes interventions. Mais peut-être d'aller lire là, ou retrouver dans les livres sur le concept de Team Flow qui a été fait par Cherry. Je me souviens plus d'années, mais on l'a aussi. Puis j'avais vu du beau là, par rapport à ça. Peut-être que ça amènerait certaines pas dynamiques, mais une certaine dimension aux interactions sociales aussi. Là. Mais peut-être que d'autres personnes peuvent vous informer aussi. Moi, j'ai pas de ressources particulières là-dessus, Nico. Ça me fait référence à rien. Si quelqu'un peut rebondir là-dessus ou non, sinon je sais que Teg voulait parler. Donc, Teg, vas-y, je t'en prie. Salut tout le monde. Merci Pat pour cette présentation, c'était super intéressant, merci beaucoup. Ma question est, je t'emmène sur un autre aspect parce que je suis curieux de t'entendre là-dessus sur la partie de l'expérience concrète. On parle beaucoup de la nature et de l'aventure et de cette fameuse expérience qui se passe en nature et aventure. Pourquoi on pourrait pas faire cette expérience en jouant au poker ou en faisant du tricot? Qu'est-ce que finalement la nature a de particulier? En fait, la question, c'est quels sont les ingrédients actifs que vous allez chercher, si vous allez chercher des ingrédients actifs dans cette expérience, dans cette aventure, dans la nature. Puis finalement, ça peut peut-être répondre un peu à Adrienne aussi c'est quoi les ingrédients finalement qu'on utilise dans la nature pour faire cette approche expérientielle. Je te lance d'autres pistes aussi, c'est que nous, on travaille beaucoup, par exemple, sur les effets de certains éléments de la nature, le fait d'avoir du bleu du ciel, le vert des arbres qui peut être relaxant. Enfin bref, il y a tout un ensemble de littérature qui s'intéresse à ça, avec encore beaucoup de perspectives à explorer. Donc, j'étais curieux de savoir si vous utilisiez ce genre d'ingrédients dans cette approche expérientielle, puis si oui, comment ça se dose, comment ça s'organise, comment on choisit finalement, qu'est-ce qu'on va préparer et proposer à des jeunes dans ton contexte. Merci. Super intéressant, puis c'est vraiment le fun parce que ça me rappelle un peu hier soir la discussion que j'avais, puis j'aimerais tellement que Christian Mercure soit avec nous pour parler de ça. Quand on parle des concepts, hein, moi je dis c'est l'intervention de nature, aventure, j'ose rentrer de plein air aussi, ça c'est mon petit volet sportif aussi, tu sais, quel élément on peut rentrer, puis Christian, je pense qu'il avait très bien expliqué dans un ouvrage que j'avais lu ou une conférence qu'il avait fait. On tient mordicus parce que la nature et l'aventure offrent
ou deux choses qui sont différentes. Je fais un espèce de petit résumé de ce qu'il avait dit, puis vraiment en souvenir, là, je dirais pas mal le citer, mais c'est le contact avec la nature, avec justement ce qu'on amène. Tu parles du bleu du ciel, avec, écoutez, moi, quand je suis au-dessus des monts Grou, vous avez peut-être vu les photos tantôt, il y a quelque chose qui se vit, quelque chose, puis on le voyait avec, même Maslow en parlait, là, quelque chose de pratiquement magique, une espèce de, ça ramène des composantes instinctives, ça j'y crois aussi chez la personne, là. Il y a le morceau aussi aventure, puis moi j'en démords pas, le morceau aventure, ben, c'est là qu'on va, on parlait du flow tantôt, on parlait d'une espèce de dépassement, je fais des liens avec la psychologie sportive aussi, là, le flow venant beaucoup de cette discipline-là. Je pense que c'est pour ça qu'on accroche, puis qu'on essaie d'aller vers ce nom-là. Puis même moi, j'ajoute le mot plein air, parce que moi, le plein air, ben, j'ajoute tout ce qui est le vécu en plein air, tout ce qui est l'alimentation, les besoins de base. Moi, je trouve aussi faire tomber les masques, puis je me dis avoir en tout cas, j'utilise beaucoup cet ingrédient-là, la vie en plein air, beaucoup le campement, juste le premier repas, puis on pourrait aller plus loin, là. Mais être sûr que le premier repas, mes participants mangent à leur faim pour que la première fois, ils tombent en confiance. Hein. Quand les besoins de base, on peut y répondre d'une bonne manière, ben, après, on peut leur demander d'aller un peu plus loin dans l'aventure. Tu sais, ça va moins me déranger de marcher 20 km si je sais que je vais avoir mes calories, puis que mon dodo va être pas trop mal. Mais fait que c'est de baliser tout ça, puis quand je parlais du PAD puis du PEC, c'est vraiment du potentiel adaptatif puis du potentiel expérientiel. Je pense qu'il faut, un peu comme tu le dis, bien voir les ingrédients qu'on amène, puis même quel type d'activité on va faire. Moi, je vais plus loin, j'ai toujours un truc qui est escalade, qui est rappel, qui est canot. On sort un peu du cadre. Fait que tu nommes bien là, de comment ces ingrédients-là vont venir faire une soupe, vont venir faire un repas, un tout. Bref, là, qui devient une aventure. C'est pour ça que je pense aussi que la nature est plutôt l'environnement, le contexte. L'aventure est peut-être plus ce qui est demandé. Puis on est sur des objectifs spécifiques, des potentialités éducatives qui sont diverses. J'ai le goût d'entendre vraiment tout le monde sur ça aussi. Mais chez Christian, il a écrit beaucoup de choses sur ça. Là. Merci pour ta réponse, Patrick. Benoît, je crois que tu as levé la main. Je t'en prie. Et on va finir avec la question et l'échange avec Benoît. Voilà, merci. Non, mais merci, Brice. En fait, Emmanuel, je t'ai envoyé mon adresse courriel pour donner suite, si ça t'intéresse là, à ta question. Peut-être que j'aurais des choses à te proposer. Fait qu'on peut se parler en privé s'il y a un intérêt de ta part concernant des auteurs là, sur l'apprentissage expérientiel. Puis hey, Patrick, bravo encore. Puis j'en avais une question effectivement pour toi. Autant je trouve que ta présentation vient nourrir chez moi plein de choses. Autant, par moment, elle me donne le vertige aussi un petit peu, là. C'est sûr. parce que c'est clair que la personne qui intervient en contexte de plein air ou dans une perspective psychosociale, comme tu le fais, moi, je pense que ça prend quelqu'un qui a relativement beaucoup d'expérience en intervention parce qu'il ne faut pas qu'elle ait en arrière-plan l'idée d'un projet à transmettre, l'idée d'un programme à dispenser. Personnellement, j'œuvre en formation des maîtres. Je me trouve à œuvrer pour la formation des futurs enseignants en éducation physique. Et ce que je me rends compte, c'est que les enseignants dans le domaine de l'éducation physique, très rapidement, ils ont un souci de vouloir offrir un programme. Ils veulent proposer leur programme. Ça, c'est mon programme, ça, c'est mes cours. Et tout ça se concilie, mais tellement difficilement à l'approche expérientielle. Je serais curieux de t'entendre sur ça, là, quoique tu œuvres dans un domaine un peu parallèle au mien. Je serais curieux, est-ce que tu aurais des pistes, des suggestions à me faire sur comment sécuriser les enseignants pour qu'ils lâchent prise un peu de leur projet d'enseignant, mais qui propose plutôt un projet de formation dans lequel, c'est ça le défi c'est un défi immense, là. C'est là que ça joue, je pense. Écoute, Benoît, tu me fais tellement plaisir, puis j'aime ça. J'ai une ancienne étudiante puis une étudiante qui est connectée en plus, là. Mes stagiaires, écoute, c'est l'enfer. J'ai la même chose. Nous, ce qu'on demande puis qu'on utilise beaucoup, c'est les activités éducatives, hein, au niveau de la psychoéducation, surtout en éducation spécialisée. C'est toujours la même chose. J'ai beaucoup d'étudiants qui m'arrivent et disent, écoute, moi, je tripe, Patrick, sur la danse, je suis vraiment bon, ou même sur le plein air. Fait que l'activité que je vais faire avec mon groupe, on va faire un projet plein air ou un projet de danse, on va amener ça. Je dis, OK, mais est-ce que tu es là pour toi
ou tu es là pour les besoins de tes clients? Moi, je suis le premier, je fais du plein air une fois par année, j'enseigne, mais je fais pas du plein air avec tout le monde. Puis là, encore une fois, je partage mon opinion personnelle, je vais pas me faire d'ennemis, mais je crois pas que c'est un outil qui va marcher pour tous. Comme je dis, c'est pour ça que je préfère parler d'apprentissage expérientiel, comme tu le nommes, arriver avec un programme tout fait, puis dire, ben ça va être bon, moi, ça m'a aidé à ça, ou voici des possibilités éducatives qu'à l'intérieur de telle activité, l'escalade, tout le monde go de l'escalade pour tous, non, vraiment pas. Moi, la première chose, puis on le voyait tantôt dans la démarche, je faisais avec tous mes programmes, puis j'ai pris deux fois les Mongrous, mais je ne vais pas ces Mongrous avec tout le monde. C'est qu'en observant, en prenant conscience de leurs difficultés, en voyant leur intérêt aussi, en voyant leur potentiel adaptatif, je me répète, en leurs besoins, en discutant aussi avec l'équipe qui était autour. C'est OK, comment là je peux monter un programme qui va répondre à leurs besoins? Puis je suis tellement content, Benoît, parce que je trouve, moi, mes yeux, c'est le nerf de la guerre, de dire faut d'abord et avant tout être là pour nos clients, pas être là pour moi qui trippe à aller, c'est mon gros. C'est sûr que si je vois que ça peut répondre à un besoin, je vais y aller, j'adore ce lieu-là. Mais c'est un peu le défi là, puisque tu vis avec tes étudiants, je vis la même chose quand ils développent leur activité éducative, les amener à sortir eux-mêmes comme étudiants ou comme intervenants de leur zone de confort. Parce que tu dois t'adapter, oui, tu peux avoir toi ton expertise personnelle, professionnelle, mais d'abord, avant tout, tu es là pour tes clients. Fait que moi, je ne veux jamais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité ou comme programme avant qu'ils m'aient parlé au moins des besoins de leur clientèle, puis comment dire, leurs besoins, assurément, là, puis de leur capacité, puis de qui ils sont. C'est par la suite que la concordance va se faire parce qu'on ne rentre pas dans un apprentissage expérientiel si on impose une structure déjà toute faite. Moi, je dis le cadre, on vient de le mettre comme ça, puis peut-être que pour certaines personnes, ça ne servira à rien, puis ils pourront pas, on leur impose un cadre quand l'approche expérientielle nous dit le contraire. Fait que, ce que tu vis, je suis tellement content d'entendre ce que je vis dans la même réalité. Pour compléter la réponse, je pense que tu connais Benoît, mais au cas où, dans les écrits sur les gens qui ont étudié les enseignants d'éducation physique et sportive, il y a beaucoup d'écrits qui montrent que les enseignants débutants ont tout le temps un plan dans la tête qu'ils veulent respecter et que les enseignants experts arrivent à se détacher de leur plan, de leur planification a priori. Il y a l'ouvrage de Durand, Chronomètre et survêtement, qui traite de ça, qui est sorti en 95, je crois. Et ensuite, tu as les travaux de Luc Ria, L-U-C-R-I-A, qui traitent spécifiquement de cette question-là. Et enfin, il y a les propositions pédagogiques de Jacques Gaillard, qui travaille en psychophénoménologie, qui propose des planifications d'enseignants d'éducation physique en se détachant d'un objectif préétabli, de manière à laisser à la fois l'enseignant et l'élève vivre le moment présent dans la leçon. Ça pourrait potentiellement être des ressources théoriques qui peuvent être intéressantes. En tout cas, c'est une question que moi je trouve vraiment qui me préoccupe aussi beaucoup, la question de la planification qui pourrait potentiellement faire nuire en fait l'apprentissage. Et même si c'est contre-intuitif, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Évidemment, ouais, je t'enverrai ça, Benoît, pas de souci. Ce qu'on disait tantôt, c'est beaucoup l'approche expérientielle. Si j'allais la résumer, c'est structurer le chaos, c'est structurer, peut-être pas le chaos et pas le bon mot, mais comment on peut structurer la liberté. C'est comment on peut encadrer, comment on peut développer une autonomie. Puis ça fait un peu le lien avec les autres sujets qu'on avait avec Emmanuel tantôt aussi, comment ne pas imposer un cadre trop serré, trop large. Je pense qu'il y a un art aussi qui est à l'intérieur de ça. Il y a un réel défi. En tout cas, merci pour toutes ces réflexions. On va arriver au bout de notre heure et quart d'échange. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, d'avoir participé. C'est vraiment très intéressant. C'est toujours frustrant de ne pas pouvoir parler plus. En tout cas, Patrick, je te remercie vraiment énormément d'avoir pris le temps, d'avoir préparé un PowerPoint, d'avoir préparé ça, d'avoir été aussi enthousiaste. Donc, merci infiniment à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis comme je te l'ai dit, au moins, il faut voir le positif dans le négatif. Là. Ça me permet d'être proche de vous malgré mon 8 heures de route, puis d'entendre, d'échanger. Puis il y a toujours des nouveaux visages. Puis c'est vraiment super. Là. Moi, cet échange-là, c'est sûr, je vais être aux autres petites formations. J'ai hâte d'entendre des autres collègues. Là.